Good afternoon. Thank you so much for staying around. I know this is a very interesting session, and that's why you're here. On behalf of the annual investment meeting and its 2022 edition, I am glad to present this session. My name is Astrid, and I will be introducing the Democratic Republic of Congo. That's our next counter-presentation. This feature, it's my favorite because it lets countries from all over the world present their competitive advantages in front of potential investors. So that's very valuable for economic growth and for having these investors reach this important project. So thank you so much. And Mr. Anthony, I'll leave you the floor so you can continue. Good luck. Merci beaucoup, chère modératrice. Je voudrais juste me rassurer que tout le monde a un casque. Est-ce que tout le monde a un casque? Tout le monde entend la traduction? Est-ce que vous m'entendez? Tout le monde a pris un casque pour la traduction? Please, can you have the set for this one? Yeah, we have someone there. Can you hear me? Okay. Je voudrais juste me rassurer que tout le monde a son casque. Nous voulons demander à tous nos invités, ceux qui ne sont pas congolais, de pouvoir juste venir ici à l'avant. Please, would you mind if you are our guest, can you come just in front? OK. À tous nos invités, si vous pouvez juste venir de l'avant. OK, très bien. Alors, nous allons avoir cette présentation tout à l'heure, comme cela a été dit. C'est la présentation pays. La RDC est en train de présenter ses différentes potentialités et les différentes opportunités et les perspectives d'avenir. Nous aurons tout à l'heure son Excellence, Monsieur le Vice-ministre, Crispin Mbadou, qui va donner son allocution, ce qu'on appelle opening remarks, qui va se faire tout à l'heure par lui. Il sera suivi par moi-même, directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements. Et après, nous aurons le directeur général en charge de l'Agence nationale pour le développement de l'entrepreneuriat congolais qui vous présentera un tout petit peu les perspectives et la vision dans laquelle nous sommes en train de partir sur les questions d'entrepreneuriat, Monsieur Ezekiel Bidoya. Et bien entendu, nous ne pouvons pas parler de la RDC si on ne parle pas de ce méga potentiel qu'est le secteur de l'énergie. Et je voudrais vous dire qu'il est important de suivre Monsieur Kayombo tout à l'heure. Et bien sûr, on va ouvrir le flot pour les différents échanges. Et juste après, nous vous invitons à notre pavillon de la RDC qui est là. Et nous avons nos petites et moyennes entreprises qui sont aussi représentées avec nos startups, lesquelles vous attendent pour différentes questions-réponses. Son Excellence, Monsieur le Vice-ministre, s'il vous plaît, pour votre mot de circonstance. Merci, Monsieur le DG, pour la parole. Mesdames et Messieurs, distingués invités, à vos titres et qualités respectives. C'est réellement un honneur pour moi de prendre la parole en ce jour dédié à la journée pays de la République démocratique du Congo, à cette 11e édition de la réunion annuelle sur l'investissement, AIM, réunion qui donne un cadre propice aux différents pays de valoriser les opportunités d'investissement dans divers secteurs qui se tient annuellement ici à Dubaï, aux Émirats arabes unis, et à laquelle notre pays, la République démocratique du Congo, y est régulièrement représenté. Au nom du président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi qu'en celui du gouvernement que dirige le Premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, je tiens à remercier le gouvernement des Émirats arabes unis pour la franche collaboration et les relations fraternelles et amicales entretenues entre nos deux États, ayant débouché notamment à la conclusion de plusieurs accords importants de coopération économique bénéfiques pour les deux États. Avant de m'atteler sur mon adresse de ce jour,
qu'il me soit encore permis de remercier le ministre de l'économie des Émirats arabes unis, son Excellence Abdullah bin Touk Al-Mahri, ainsi que la réunion annuelle sur l'investissement, pour avoir une fois de plus donné l'occasion à la République démocratique du Congo, ce magnifique pays aux potentialités énormes, de présenter ces innombrables opportunités d'affaires à travers cette journée, pays que nous célébrons aujourd'hui avec vous en ces lieux. Mes sincères remerciements s'adressent notamment à vous tous, mesdames et messieurs, distingués invités, opérateurs économiques, en vos titres et qualités respectifs, qui nous avez grandement honorés par votre présence en ces lieux, et c'est en dépit de vos multiples occupations et charges pour connaître davantage la République démocratique du Congo, ainsi que les multiples opportunités qu'elle offre dans plusieurs secteurs de la vie économique. Mesdames et messieurs, distingués invités, ayant pour thème des investissements dans l'innovation durable pour un avenir florissant, cette énième édition de la réunion annuelle sur l'investissement veut mettre l'accent sur la nécessité d'investir dans l'innovation, gage de la croissance inclusive et garantie pour un avenir meilleur de nos populations. Il est vrai que la pandémie de la Covid-19, à laquelle le monde entier fait face depuis bientôt 3 ans, a été à la base de plusieurs bouleversements, ainsi que bien sur le plan politique et économique. Il s'y est cependant de préciser que la dite pandémie qui tend heureusement à sa fin a notamment été une aubaine d'opportunités pour les économies mondiales. En effet, l'économie du monde a été repensée en fonction de nouveaux défis, de nouvelles perspectives et de nouvelles orientations. C'est justement ce qui a justifié le choix du thème de la réunion annuelle de cette année, qui a ciblé la question en rapport avec les investissements dans l'innovation durable pour un avenir florissant. Oui, l'innovation demeure incontestablement, en ce jour, l'une des voies de sortie à la crise économique actuelle et une source d'espoir pour toute humanité. L'innovation amène l'homme à aller au-delà de ses limites, à franchir ce qu'il n'avait jamais pensé franchir un jour. Certes, les investissements dans l'innovation peuvent transformer positivement le monde et garantir à tous un avenir meilleur dans divers secteurs s'ils sont bien encadrés et faits pour le bien de l'humanité. C'est dans ces cadres que la République démocratique du Congo, notre pays, s'est fermement engagée dans le processus d'assainissement de son environnement des affaires par la mise en œuvre de diverses réformes systémiques et en profondeur dans divers secteurs clés de l'économie, avec comme objectif de rendre son environnement des affaires plus attractif aux investissements qui seraient intéressés et aux investisseurs de venir y investir. Mesdames et messieurs, distingués invités, en vos titres et qualités respectifs, la République démocratique du Congo est représentée à cette réunion par une forte délégation, non seulement des officiels ministres et membres du gouvernement, pilotant plusieurs portefeuilles, mais aussi des start-up, des sociétés privées, ainsi que des entreprises et structures techniques étatiques opérant dans divers secteurs porteurs de croissance. C'est le cas de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, les conseillers techniques du gouvernement en matière d'assainissement de l'environnement des affaires et de la promotion des investissements, l'Agence nationale de la promotion des exportations, l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat au Congo
et la Société nationale d'électricité. Les mandataires de ces structures attitrées étatiques vous présenteront chacun, dans les minutes qui suivent, les multiples potentialités dont regorge la République démocratique du Congo, avec tous les détails possibles. S'il faut en quelques mots parler de mon pays, la République démocratique du Congo, je dirais que c'est le deuxième pays plus grand d'Afrique après l'Algérie, avec ses 2 345 000 km², soit une superficie équivalente à celle de l'Europe de l'Ouest. Entouré de 9 pays voisins, notre pays, la République démocratique du Congo, offre une ouverture à un marché de 250 millions de consommateurs à travers l'Afrique. Une population estimée en ce jour à plus ou moins 100 millions d'habitants, dont près de 60% est composée de la population jeune et bon marché. La République démocratique du Congo est reconnue comme un scandale géologique au regard de l'immensité et de la variété de ses ressources naturelles, tant du sol que du sous-sol et de la nature. De ces nombres, nous pouvons citer à titre illustratif un potentiel énergétique en hydroélectricité exploitable estimé à 100 000 MW, répartis sur 780 sites situés dans 145 territoires et 76 000 villages. Un potentiel agricole de 80 millions d'hectares de terres arables. À cela s'ajoutent 4 millions d'hectares de terres irrigables. Des réserves immenses du sous-sol, notamment les cobalt, sur lesquels le pays possède 60% des réserves mondiales, des réserves importantes de coltan et de lithium, les cuivres, les diamants, l'or, etc. Tout cela est estimé à 24 billions de gisements inexploités bruts que possède le pays. Un réserve important d'hydrocarbures, un réseau hydrographique de 77 810 km², couvrant près de 52% de la surface totale des réserves d'Afrique, sans parler de sa faune, de sa flore et de ses autres potentialités dans divers secteurs. Parlant de sa situation économique, la croissance du PIB en 2019 s'élevait à 4,4% contre 5,8% en 2018, dont les conséquences de la Covid-19 ont fait rechuter à 0,8% en 2020. Toutefois, d'après les projections faites, ces PIB devraient de nouveau croître de 5,3% en 2021 et de plus ou moins 6% en 2022, grâce notamment à la hausse des prix des principaux produits miniers et à la reprise de la consommation et des investissements et des grands projets dans les secteurs agricoles, des infrastructures, des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Encore, la poursuite des réformes des finances publiques dans lesquelles notre gouvernement s'est engagé devrait permettre de réduire l'inflation à une moyenne de 11,7% sur la période 2021-2022. Un ratio de la dette PIB de 21,2% en 2020, soit 10 175 milliards de dollars américains. La RDC fait partie des pays les moins endettés du monde et même de l'Afrique. Mesdames et messieurs, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, la République démocratique du Congo a franchi un cap important dans son histoire
à l'issue des élections présidentielles de 2018, qui ont marqué la première alternance pacifique du pouvoir au sommet de l'État, ce qui a donné un signal important à l'Afrique et au reste du monde de sa volonté de se positionner plus que jamais comme un État politiquement et économiquement fort au cœur de l'Afrique. C'est ainsi que le programme du gouvernement de développement de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'articule autour de 4 axes ci-après. La bonne gouvernance, l'homme, la croissance économique durable et enfin la société solidaire. Cette vision quinquennale du Président de la République est portée et soutenue à travers différents outils programmatiques et des plans d'action au niveau du gouvernement, notamment les programmes d'action du gouvernement, le plan national stratégique de développement, le PNSD, avec ses 5 piliers, le programme d'action prioritaire du gouvernement et récemment le programme de développement local des 145 territoires qui composent la République démocratique du Congo. La vision du plan national stratégique de développement est déclinée en ces 3 axes. Permettre à la République démocratique du Congo d'obtenir le statut de pays à revenu intermédiaire en 2030 grâce à la transformation de l'agriculture. Atteindre le statut de pays émergent en 2040 grâce à la transformation de l'industrie. Et enfin, rejoindre les clubs de pays développés en 2050 grâce à une accumulation de connaissances, dont l'innovation. Après avoir accompli plusieurs progrès dans la consolidation de la paix sur l'étendue du territoire national et dans la bonne gouvernance en engageant une lutte sans merci contre la corruption dans toutes ses formes, le pays s'attelle notamment à assainir son climat des affaires pour une meilleure attraction des investissements, créateurs d'emplois et de richesses. Fort convaincu que les investisseurs ne font que là où des conditions meilleures d'implantation et d'exercice de leurs activités leur sont accordées, la République démocratique du Congo a fait de la question du climat des affaires l'une de ses priorités, question portée au plus haut niveau étatique. Aussi, la stratégie d'attraction des investissements du pays repose notamment sur l'attraction des investissements directs étrangers, à travers notamment l'accélération des réformes pour l'amélioration du climat des affaires, l'orientation des investissements privés vers les secteurs prioritaires, par la mise en œuvre de mesures incitatives et spécifiques offrant les avantages fiscaux et douaniers par secteur d'activité ou par localisation géographique d'activité. La promotion des partenariats publics-privés, PPP, et autres financements innovants pour le financement des secteurs prioritaires par la mobilisation de fonds importants afin de favoriser l'exécution du vaste programme de réconciliation et de développement, la mobilisation de l'épargne et la politique de crédit dans le financement de l'économie, notamment à travers la promotion de l'habitat et le développement des institutions de financement. Là, on parle des banques, des assurances, des institutions non financières et des microfinances. Il y a lieu de dire qu'il y a existence d'une feuille de route ambitieuse du climat des affaires qui a fait l'objet d'examens et de validations lors de la 2e réunion du Conseil des ministres du vendredi 2 juillet 2021 qu'a personnellement présidé le chef de l'État et dont les réformes phares ont été transformées en assignations à charge des ministres réformateurs dont le suivi est assuré par la haute hiérarchie. Il y a notamment lieu de mentionner que le secteur privé participe activement à la définition
des différentes réformes prises à tous les niveaux et dans différents secteurs dont l'accompagnement à la vision du gouvernement a conduit à la mise en place de plusieurs réformes nécessaires. Du nombre de mesures prises, nous citons à titre d'exemple la libéralisation de la quasi-totalité des secteurs économiques, tourisme, assurance, électricité, hydrocarbures, etc. La promulgation d'une loi sur le partenariat public-privé, l'adhésion de la RDC à plusieurs zones économiques de développement. Ici, nous faisons allusion aux ELECAF, à OADA, COMESAT, etc. L'adhésion à plusieurs mécanismes internationaux de sécurisation des investisseurs, la diversification de l'économie, la définition des zones économiques spéciales, la définition d'un plan national d'industrialisation, la mise en place de plusieurs mécanismes en faveur des investisseurs pour renforcer la sécurité juridique et judiciaire dans la pratique des affaires. La RDC regorge d'innombrables opportunités d'investissement et dans divers secteurs. Cependant, nous ne frôlerons que quelques-uns considérés comme le plus important. Dans les secteurs de l'énergie et de l'électricité, considérés comme priorité des priorités, car 37% du potentiel africain et 6% du potentiel mondial, il importe de relever qu'en dépit de son grand potentiel en hydroélectricité et en d'autres sources d'énergie renouvelable, énergie éolienne notamment, biomasse, nucléaire, le taux d'électrification est estimé est très faible. Ainsi, par sa position et ses atouts naturels, le pays joue un rôle indispensable dans la protection de l'environnement et dans la lutte contre le réchauffement climatique, étant considéré comme le deuxième poumon du monde après l'Amazonie. Mesdames et messieurs, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, la République démocratique du Congo est à la recherche de financement, des investisseurs qui auront le courage de venir implanter leurs activités économiques dans divers projets porteurs identifiés dans des secteurs qui ont libéralisé et qui bénéficient d'un accompagnement et d'une implication de notre gouvernement. Venez investir en République démocratique du Congo, venez conclure avec nous un partenariat gagnant-gagnant. Nous sommes disposés à vous accompagner avec toutes les garanties juridiques possibles pour que vos investissements soient effectifs, implantés au pays et que vous obteniez les retours sur votre investissement dans les meilleurs délais. Toute la délégation des ministres, des officiels, ainsi que des différents services étatiques et du secteur privé ici présent, qui avec moi en ces lieux, est disposée à échanger avec vous et vous apporter toutes les précisions sur les secteurs d'investissement qui vous intéressent au cours des sessions B2B, B2G, B2C qui vont suivre après. La République démocratique du Congo est ouverte à accueillir tous les investisseurs en provenance du monde, sans exception. Soyez les bienvenus en République démocratique du Congo, terre d'avenir, terre des investissements. Je vous remercie. Merci beaucoup. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Je vais demander au directeur général de l'ANADEC de rejoindre le stage, directeur général de la SNEL, vous pouvez rejoindre le stage.
Monsieur le ministre, le vice-ministre, vous pouvez rejoindre le stage aussi. Est-ce qu'on peut me rassurer que les micros qui sont là sont prêts? Alors, je vais aller rapidement sur la présentation. Tout à l'heure, on a vu ce qu'on appelle l'overview de la question de la RDC. Je ne vais pas rester scotché sur ma présentation. Lorsqu'un opérateur économique veut investir dans un pays, il y a 5 choses qu'il regarde. La première des choses qu'il va regarder, c'est le coût du capital. Quand on parle du coût du capital dans un pays, le coût du capital, ça permet à un opérateur économique de pouvoir se poser la question de savoir est-ce que je peux venir dans ce pays. La deuxième chose qu'un opérateur économique regarde, c'est la qualité des infrastructures. Est-ce que la qualité des infrastructures dans ce pays nous permet de pouvoir venir y mettre notre argent? La troisième chose qu'un opérateur économique regarde lorsqu'il vient dans un pays, c'est le climat des investissements. Est-ce que le climat des investissements dans ce pays est favorable pour qu'un investisseur, un opérateur économique puisse se mettre en charge? La quatrième chose qu'un opérateur économique regarde, c'est aujourd'hui ce qu'on appelle une chose de l'accès au marché, la qualité et l'accès au marché. Est-ce que dans ce pays dans lequel je viens, au-delà de ce pays, est-ce que le marché me permet de pouvoir aller au-delà? Et je parlerai de ça tout à l'heure. Et la dernière chose, quelles sont les perspectives d'avenir? Quel est le plan que ce pays a en termes de développement, soit des politiques publiques dans les différents secteurs, soit des politiques publiques dans différentes lois, qui fait en sorte que ce pays se dise « je peux venir investir là-dedans ». Quand je parle du coût du capital, je ne reviendrai pas sur beaucoup de chiffres. Regardez en 2019, 2020, 2021 et 2022, lorsque nous voyons en 2019 le PIB qui était de 4% en termes actuels, et lorsque vous regardez en 2020, il a évolué à 1,7% à cause de Covid. Lorsque nous arrivons en 2021, nous avons 5,4%. Et lorsqu'on va en 2022, la projection est de 6,4%. Vous vous rendez compte qu'il y a une projection qui est en train de positionner la RDC pour qu'un opérateur économique puisse se sentir le plus à l'aise possible. Mais vous allez vous rendre compte que le secteur extractif est le secteur le plus porteur dans notre pays. En 2019, on est à 5,8%. Mais en termes nominal, en termes de millions, nous avons pratiquement 50 milliards 399 milliards. Et ça, c'est en termes de GDP qui est en train d'avancer. Mais lorsque je viens en 2021, on se rend compte qu'on est à 56 milliards 382. À la faveur de quoi? De la montée de prix des ressources naturelles. Et lorsque nous arrivons en 2022, on se rend compte qu'on sera à 61 milliards 380 à cause du cobalt, à cause du lithium, parce qu'en fait, nous sommes le pays solution qui est en train de l'amener. Et lorsque je parle du coût du capital, il est important de savoir qu'on parle de démographie. 80 millions d'habitants, 250 millions de consommateurs. Ça veut dire que lorsque vous installez votre business dans notre pays, j'ai toujours pris cet exemple que je rappelle, vous vendez un seul chocolat à $1, vous avez 250 millions de dollars de chiffre d'affaires par jour. Si vous voulez diviser le prix, vous avez 125 millions de dollars de chiffre d'affaires par jour. Et quand on regarde encore en termes de rendement, nous avons un accès à différents marchés. Pour votre information, nous venons d'accéder à East African Community depuis hier. Ça veut dire que ça vous donne la capacité d'avoir les mêmes normes qu'il y a dans East African Community que dans notre pays avec 80 millions d'habitants. Donc, c'est-à-dire qu'au-delà de 250 millions de consommateurs, nous avons aussi le nombre des consommateurs qui est dans East African Community. Ce qui fait que notre pays se positionne comme étant le hub pour avoir différents opérateurs économiques. Ensuite, sur la question de gouvernance, généralement, lorsqu'on pose la question sur la RDC, quel est le gros défi? Corruption. Quel est le gros défi? Guerre. Quel est le gros défi? Conflit. Aujourd'hui, on se bat et on est en train de combattre la corruption. Nous avons une patrouille financière qui est mise en place. Aujourd'hui, les termes de conflit commencent à avancer. Aujourd'hui, nous avons Standard & Poor's qui a fait en sorte que nous puissions avoir la notation qui a évolué de 6+, à B-. Et aujourd'hui, lorsque nous regardons les questions d'attraction, nous avons un plan stratégique national de gouvernement, nous avons un programme d'action du gouvernement et nous avons aussi le plan de développement de 145 territoires. Ça montre qu'il y a une stratégie. Je vais aller assez rapidement pour permettre à mon collègue, je ne vais pas développer le plan stratégique qui a été longtemps développé par le ministre. Nous avons ici l'urgence de transformer notre économie congolaise. Et c'est assis sur la question du climat des affaires. Et si je vais beaucoup plus loin sur la question des différents secteurs, quels sont les secteurs les plus importants? Agriculture, tourisme,
industrie, énergie, santé, éducation, infrastructure. Sans énergie, et je ne vais même pas revenir sur ça, le directeur général en parlera tout à l'heure, on ne sait rien faire. Sans route, on ne sait rien faire. Et bien sûr, les nouvelles technologies de l'information. Et ça, c'est un élément important à savoir. Ces différents éléments nécessitent une diversification dans notre pays. Je ne vais pas courir sur ces présentations parce qu'en fait, vous pouvez la voir sur notre site. Mais lorsque nous regardons l'agriculture, 80 millions d'hectares de terres arables, 4 millions d'hectares de terres irrigables. Lorsque nous regardons l'agriculture, la vision du gouvernement, c'est que nous puissions pas simplement vivre du secteur minier. Le secteur agricole est extrêmement important pour nous. L'autre élément, c'est sur la pêche. Je ne vais pas revenir là-dessus. Lorsque nous regardons les potentialités, c'est dans tout le pays, parce que notre pays regorge de tout ce qu'il faut pour pouvoir développer le secteur de la pêche. Lorsque je regarde le secteur industriel, un ambitieux programme qui veut que nous puissions avoir d'abord les zones industrielles, ensuite les zones économiques spéciales, ensuite les parcs agro-industriels. La vision du développement industriel est assise sur ces 3 paliers au niveau du programme de l'industrie. Et nous avons ici ce que j'appelle le besoin en termes de financement. Lorsque vous regardez les zones économiques et les zones industrielles, le tout veut que nous puissions arriver à 58 000 milliards, 470 millions. Et c'est ça le besoin. Et qui est reparti du nord au sud, de l'est à l'ouest. Lorsque vous regardez les routes, l'aéroport, les ports et le secteur hydroélectrique et les zones économiques spéciales, chacun des secteurs est un secteur qui appelle et qui demande que nous puissions avoir des fonds, et nous pouvons échanger tout à l'heure avec les différents directeurs généraux. Le secteur des assurances, l'ambition et le potentiel est de 3 à 5 milliards. Mais ce qui est aujourd'hui exploité n'est que de 100 millions. Pourquoi il est attractif? 1. La pénétration, elle est totalement faible par rapport au taux de croissance. Deuxièmement, 80 millions d'habitants, cela présente un important secteur. Et puis, troisièmement, c'est qu'aujourd'hui, nous avons le secteur minier, le secteur gazier, nous avons le secteur des infrastructures qui est développé et qui appelle que nous puissions avoir différents opérateurs économiques qui viennent dans le secteur des assurances. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Électricité. Je ne m'attarde pas là-dessus, le directeur général va le faire tout à l'heure. Ensuite, énergie, électricité toujours. Les sources sont au-delà de l'hydro. Nous avons les sources en termes solaires, géothermiques, en termes éoliens, en termes de gaz et en termes de biomasse. Pour votre information, la RDC a signé aujourd'hui, entre la SNEL et AMEA Power, un protocole d'accord qui nous permet de développer un projet à base solaire. Et ça prouve que nous sommes en train de nous mettre en place avec les opérateurs économiques de Dubaï. Et je vais plus loin en termes d'infrastructure. Un besoin pressant pour lequel on a besoin de pouvoir réhabiliter, reconstruire un certain nombre de routes. Et sur le secteur les hydrocarbures, le potentiel est énorme aujourd'hui. Et lorsque nous regardons dans le secteur hydrocarbures, on a des sources gazières, on a des sources qui se mettent au niveau des ressources de Tanganyika Graben, lac Kivu, et on a aussi au niveau de Graben Albertine. Lorsque nous nous positionnons au secteur minier, 60% de cobalt mondial se trouve en RDC. Chacun de vos téléphones a une nationalité congolaise. Parce qu'en fait, si vous êtes en train d'appeler le coltan, le cobalt, tout ce que vous avez pour ce téléphone, le lithium, il vient de la RDC d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, le secteur minier est extrêmement important, le secteur du cuivre. Et dans ce secteur, nous avons autant d'opérations qui sont en train de développer. Simplement pour le lithium, je présente cette value chain dans laquelle vous pouvez venir investir. En extraction, il y a des effets directs. En manufacturant ou en fabriquant des véhicules électriques, il y a des effets directs. Et dans la distribution, il y a des effets directs. Simplement, avec le lithium de la RDC, vous avez tout ce qu'il faut dans les différents secteurs. Ensuite, lorsque je vais beaucoup plus loin, en termes du secteur touristique, les bonobos sont chez nous, le capi est chez nous. Si vous avez besoin de venir dans différents pays pour voir les bonobos et le capi, le seul pays qu'il a, c'est la RDC. Et climat des affaires. C'est une direction dans laquelle Son Excellence, Monsieur le Président de la République est en train de partir, qui est un véritable cheval de bataille. Je ne m'arrête pas là-dessus. Les e-procédures ont commencé, les e-paiements ont commencé, la loi sur le partenariat public-privé a commencé, et nous sommes en train d'aller vers quoi?
vers ce qu'on appelle la création en ligne d'entreprise, vers toute la digitalisation. Nous sommes en train d'aller vers une simplification de la parafiscalité. Et ensuite, sur la question du climat des affaires, les questions qui sont posées, est-ce qu'on garantit la sécurité au niveau de la RDC? Oui, regardez, nous avons MIGA, c'est-à-dire Multilateral Investment Guarantee Agency, pour lequel nous sommes associés. Nous avons la SADC Protocol, New York Convention, et bien sûr, c'est le traitement équitable des investisseurs étrangers et des investissements locaux, et il n'y a pas d'expropriation. Vous pouvez rapatrier votre argent autant que vous le voulez dans votre pays. Ensuite, sur la question toujours du climat des affaires, il y a ce qu'on appelle les incentives qui sont donnés, ça veut dire des exonérations qui sont données selon qu'on peut se retrouver dans le secteur de l'agriculture, de l'électricité ou dans d'autres secteurs. Mais on nous pose souvent la question, est-ce que vous donnez des garanties souveraines dans votre pays? Parce que votre pays est un pays à risque. La question de la garantie souveraine est déjà réglée par la loi sur le PPP. Si vous êtes dans notre pays avec cette loi, qu'il y ait un changement au niveau de l'État, des autorités et de la loi, tous les avantages que vous avez demeurent jusqu'à la fin de votre projet. Et c'est ça qui existe avec la loi sur le PPP. Et bien entendu, lorsqu'on parle des investissements, il y a aussi ce qu'on appelle des zones économiques pour lesquelles on a un développeur et pour lesquelles on a une société qui s'installe. C'est ouvert à des changements que nous pouvons avoir ensemble. Et par rapport à ça, il y a un organisme important que je représente. Venez à notre stand, on va vous expliquer ce que nous sommes. Je vais passer la parole tout à l'heure à mon collègue de PME qui va aller assez rapidement pour nous permettre de gagner en temps. Ce que nous sommes, c'est l'Agence nationale pour la promesse des investissements. Nous faisons quoi? Nous faisons la promotion des investissements, nous faisons la promotion du climat des affaires, on accompagne les opérateurs économiques dans lesquels vous êtes, échangez avec nous les cartes, mes collègues sont là, les différents officiels sont là pour nous permettre d'avancer assez rapidement. Venez en RDC et c'est le moment. Le monde est en train de se jouer en Afrique en termes d'agriculture. Et quand ça se joue en Afrique, ça se joue en RDC. Bienvenue en RDC. Ézéchiel, sur la question d'entrepreneuriat. Bien, merci Monsieur le DG, merci Excellence, distingués invités. On va très rapidement essayer de dire un petit mot sur la question de l'entrepreneuriat. C'est vrai que quand vous êtes investisseur, vous vous posez la question de savoir est-ce qu'il y a une main-d'œuvre localement? Est-ce que vous avez des petits témoins d'entreprise qui gravitent, qui peuvent éventuellement sous-traiter ce que vous avez comme investissement? Parce que c'est vrai que vous allez plus vous préoccuper des questions qui concernent votre activité principale, mais est-ce que tout autour, il y a des PME qui peuvent éventuellement vous accompagner? Alors, quelle est la vision qui est en train de développer le pays? Je veux dire un petit mot là-dessus, mais sinon, essayez de parler des opportunités de business dans le cadre d'un projet que nous sommes en train de développer de la filière cuir. Alors, pour votre information d'emblée, j'ai dit par exemple que la RDC a une population qui avoisine autour de 100 millions, selon certaines statistiques. 66% sont de jeunes, donc de 1 à 35 ans. Donc, vous avez une population essentiellement jeune qui peut éventuellement jouer ce rôle de main-d'œuvre. Au niveau de la vision gouvernementale, pour accompagner l'entrepreneuriat congolais, on a mis en place notre Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat parce que notre pays, comme cela vient d'être dit, c'est pratiquement le coffre-fort du monde. Donc, vous avez tout ce qu'il y a comme potentialité. Mais nous avons un challenge, c'est que l'entrepreneuriat n'est pas très développé parce que vous avez une entreprise pour à peu près 9000 habitants. Voilà pourquoi le gouvernement a mis en place cet organisme avec une vision que dans les 10 prochaines années, nous puissions favoriser la création de 1 500 000 entreprises. Mais déjà au niveau de ces AIM, nous avons amené à titre représentatif quelques PME et les startups congolaises pour montrer le potentiel entrepreneurial qui est dans notre pays. Alors, pour réaliser cet accompagnement, nous développons un certain nombre de projets d'incubation parce que tout simplement, l'entrepreneuriat, c'est un processus. Il faut accompagner les jeunes pour pouvoir développer leurs activités entrepreneuriales. Et dans le cadre de ces incubateurs, nous avons un projet de la filière cuir. Et ici, je vais présenter en fait les opportunités de business dans le cadre de cette filière. La filière représente
globalement autour de 40 millions de têtes, toutes catégories confondues, en termes de cheptel animal. Donc le marché, dans cette filière, il est de 82 millions de paires de chaussures par an. Énorme potentiel. Et cette filière peut générer jusqu'à 500 millions de dollars qui peuvent éventuellement créer jusqu'à 100 000 emplois. Et là, le cheptel animal se trouve dans notre pays, mais également, nous avons des challenges qui sont aussi des opportunités. Pour avoir les peaux de très bonne qualité, il faut des abattoirs. Nous avons encore dans notre pays des abattoirs qui ne sont pas modernes, et donc c'est des opportunités d'investissement pour mettre en place des abattoirs qui nous permettent d'avoir des peaux de très bonne qualité. Nous avons également d'autres challenges, c'est en termes des intrants, parce que comme vous le savez, pour fabriquer des chaussures ou autres produits en cuir, nous avons besoin des intrants en termes de semelles, en termes des talons, en termes de lacets. C'est des opportunités d'investissement parce que, comme je l'ai dit, le marché il représente 80 millions de paires dans notre pays. Nous avons également d'autres challenges qui constituent des opportunités d'investissement, c'est la tannerie. Et là, comme je l'ai dit, nous avons encore des tanneries qui sont artisanales, alors que si nous avons de très bonnes tanneries, ça nous permet d'avoir une transformation de notre peau en cuir et finalement avoir des peaux de très bonne qualité pour fabriquer des sacs, des chaussures, tout ce que vous voulez. Voilà. Nous avons, comme je l'ai dit également, un marché. Il est très important. 82 millions de paires de chaussures par an. Et ça, c'est démontré avec les statistiques en considérant qu'une personne peut acheter en moyenne une paire de chaussures par an. Mais lorsqu'on prend les mamans ou les dames, elles ont généralement l'habitude d'en acheter 2 ou 3. Donc vous avez ces potentiels-là dans notre pays. Le cheptel animal, il est là. La chaîne de valeur a un certain nombre d'opportunités de business et le marché, il est là. Alors, qu'est-ce que nous faisons à notre niveau? Je vais vous épargner de toucher tous ces chiffres. Nous sommes en train d'accompagner un accompagnement des jeunes dans la filière cuir. L'idée ici, c'est d'accompagner ces jeunes au travers des formations, au travers des coachings, au travers des mentoring pour qu'ils puissent fabriquer des chaussures et autres produits de très très bonne qualité. Si vous passez à notre pavillon, vous allez par exemple constater quelques échantillons. Moi-même, je fais la publicité. Ce que j'ai comme chaussure ici, il est fabriqué par l'artisanat congolais. Je pense que c'est quand même quelque chose de très très bonne qualité. Made in DRC. Voilà, made in DRC and by Congolese. Voilà, donc nous avons quelques échantillons. Et là, effectivement, les échantillons de produits qui sont fabriqués par les Congolais et au Congo. Mais autour de ça, effectivement, comme je l'ai dit, il y a énormément des opportunités. Je vais finir là. Ce sont des jeunes que nous sommes en train d'accompagner qui, en fait, demain, vont constituer une main-d'œuvre qualifiée. Parce que c'est vrai que tous ne pourront pas aller jusqu'au bout en créant leurs entreprises, mais au finish, ça serait une main-d'œuvre qualifiée qui peut être utilisée par les industriels une fois que vous décidez de venir intervenir, investir dans notre pays. Voilà pour terminer, parce que nous avons un challenge en termes de timing. Merci beaucoup de votre patience. Merci beaucoup. Je vais mettre la pression sur le directeur général de la SNEL. Monsieur le DG, est-ce que vous pouvez venir sur le flot? Est-ce qu'en termes d'énergie, il y a quelque chose qu'on peut encore avoir? On parle de 100 000 mégawatts, qui est le potentiel en hydroélectrique. Est-ce qu'en 5 minutes, vous pouvez nous dire ce qu'il y a dans ce secteur pour que nous puissions avoir les questions-réponses? Je vous mettrai la pression, croyez-moi, 5 minutes. On peut mettre la présentation de la SNEL rapidement? Baldé. Bonjour à tous. Merci DG, merci Excellence. Je vais me présenter d'abord en attendant que la présentation soit prête. Bon, je m'appelle Jean Bosco Kayombo, comme c'est indiqué sur la présentation. Je suis le DG de la SNEL. La SNEL, c'est une société d'électricité, c'est la Société nationale d'électricité, qui a aujourd'hui pratiquement 50 ans d'âge
et qui a comme objet social la production, le transport et la distribution d'énergie électrique. Donc la SNEL est dans tous les quatre filières de l'exploitation de l'énergie électrique. La SNEL, aujourd'hui, c'est une des sociétés qui s'étend un peu sur tout notre pays, mais nous allons vous faire une petite présentation, comme on nous a donné très peu de temps. Donc, je donnerai le contexte, le business, les opportunités d'affaires. La présentation est en anglais. Ça va, de toute façon, ce n'est pas grave. Les institutions que nous avons dans notre pays et les opportunités d'affaires que nous pouvons trouver au niveau de la SNEL et de notre pays. Et puis, je vais essayer de conclure très rapidement. Dans le contexte, la SNEL, comme je venais de le dire tout à l'heure, est une société qui a comme vocation de produire l'électricité, de la commercialiser et de la distribuer. Mais nous sommes dans un pays où pratiquement nous avons un grand potentiel, un potentiel de 100 000 MW, comme l'a dit le DG, mais qui se retrouve aujourd'hui dans une situation où nous sommes sous-électrifiés. Donc le pays n'a que pratiquement 16% de taux d'électrification et nous sommes avec un potentiel qui est réparti sur tout le pays et que nous avons exploité seulement plus ou moins 3%. Donc sur les 100 000 MW en hydroélectricité, il n'y a que 3 000 MW, exactement 2 500 MW qui sont aujourd'hui installés. Donc le challenge à faire est important. Le pays se trouve aussi au centre de l'Afrique et c'est un pays qui se retrouve avec un bassin versant très important avec le fleuve Congo et le bassin du fleuve Congo. Ce qui fait que sur ce bassin se trouve cette possibilité de faire de l'énergie hydroélectrique. Je parlerai beaucoup plus de l'hydroélectricité parce que l'hydroélectricité aujourd'hui c'est le potentiel énergétique que nous avons, qui nous est donné et qui nous est doté. Et puis c'est de l'énergie renouvelable, c'est de l'énergie propre et c'est de l'énergie qui ne pollue pas. Alors cette énergie renouvelable que nous avons se retrouve sur le fleuve Congo et toutes ces rivières qui sont dans le bassin du fleuve Congo. Et il y a une concentration de cette énergie qui se retrouve au niveau de Inga où on a pratiquement 40% de cette énergie, donc plus de 40 000 MW qui sont concentrés sur le site d'Inga et qui peuvent être développés progressivement. Les opportunités d'affaires dans notre pays, nous avons d'abord la loi qui a permis à ce que nous puissions nous libéraliser le secteur, ce qui fait que ça donne la possibilité à toute personne de venir pour investir dans ce domaine. Nous avons un pays qui est en plein développement, un pays qui a, comme venaient de le dire mes prédécesseurs, un pays qui a plus de 100 millions d'habitants, un pays qui a beaucoup d'industries qui se font, un pays qui a un potentiel dans tous les aspects miniers, agriculture, industrie, un pays où les villes sont en train de se développer et nous voyons pratiquement comme par exemple à Kinshasa, qui de plus en plus devient une mégapole avec des buildings qui poussent comme des champignons. Alors, qu'est-ce qui se passe dans notre secteur, l'environnement pour pouvoir développer les secteurs? Donc avant la réforme, donc avant 2014, la SNEL était une société d'État. Aujourd'hui, depuis 2014, la SNEL évolue dans un environnement libéralisé et c'est une société commerciale, donc une société qui est, je peux dire en bref, une société privée, mais dont le propriétaire unique est l'État congolais. Monsieur DG, est-ce que vous avez des projets sur lesquels vous pouvez aller directement sur les projets qui peuvent être présentés sur les opérateurs économiques qui sont ici et pour lesquels on a besoin des ressources? Est-ce qu'on peut aller sur ces projets-là? Ça va, merci. Donc, ce que nous pouvons dire aujourd'hui, comme la carte l'indique,
Nous avons un pays qui a plusieurs potentialités, plusieurs rivières, et nous avons une série de projets qui sont listés. Hein, donc vous les voyez sur la carte qui se présente pour nous, pour plus ou moins, et disséminés dans tout le pays. Nous avons donc des grandes centrales, donc nous pouvons construire la centrale de Inga qui peut se faire en phase. Aujourd'hui, on n'a que 2 centrales qui sont construites à Inga, Inga 1 et Inga 2, mais nous pouvons passer à Inga 3, Inga 4, jusqu'à Inga 8 pour pouvoir atteindre les 40 000 MW. Et nous avons la possibilité d'avoir différentes petites centrales, des centrales hydroélectriques dont la liste est reprise là-bas, avec leur puissance, leur potentiel électrique, tout à fait, qu'on peut aussi développer. Alors, comme le temps court, nous avons aussi la possibilité, en plus de la production, parce que souvent les centrales hydroélectriques se trouvent loin des consommateurs, de faire tout un vaste réseau électrique pour sillonner tout le pays, interconnecter toutes ces centrales de façon à alimenter les différentes sources des différentes demandes qui peuvent se présenter à nous. Et pour pouvoir le faire, nous avons mis en place pratiquement une structure, un schéma type pour lequel les investisseurs peuvent venir. Donc, s'il y a des investisseurs qui se présentent, ils viennent avec un protocole, une lettre d'intention qui manifeste leur intention de travailler avec nous. Tout à fait. Et à ce moment-là, nous négocions avec un protocole d'accord, un MOU, qui peut nous permettre d'avoir un cadre juridique pour faire les études et choisir le potentiel ou la structure que nous voulons développer. Et nous avons la possibilité de faire soit des partenariats public-privé, la possibilité de faire des sociétés de projets SPV ou la possibilité de prendre le financement et garantir le remboursement à travers un compte séquestre, une banque qui peut nous accompagner. Monsieur DG, une question. Est-ce qu'aujourd'hui nous avons du secteur privé, certaines sociétés privées qui existent en RDC, qui exploitent dans le secteur de l'électricité? Oui, nous avons une dizaine. Depuis que la loi 4 est sortie, il y a une dizaine de sociétés d'électricité qui se sont présentées. La plupart essayent de travailler, quelques-uns dans la distribution. Nous avons des exemples dans la ville de Goma où il y a 3 ou 4 sociétés qui font la distribution d'électricité. Mais il y a d'autres privés qui ont des centrales hydroélectriques qui produisent leurs propres centrales. Et nous avons signé des PPA avec des producteurs indépendants qui viennent pour construire des centrales. Il y a une société qui est liée à une société minière qui a construit une centrale, la centrale de Boussanga, qui est aujourd'hui opérationnelle et qui produit 240 MW, pour laquelle nous avons signé un PPA et nous commercialisons l'énergie qui vient de cette société. Je vais clore avec la dernière question et vous demander de revenir à votre place. Quel est l'avantage de travailler avec vous et pas avec les autres sociétés? Et je vais ouvrir le flot à 2 ou 3 questions. Quel est l'avantage de travailler avec la SNEL? Bon, je ferai le commercial de la SNEL. Donc, l'avantage de travailler avec la SNEL, c'est que la SNEL, pour le moment, c'est la société, comme j'ai dit, elle a 50 ans d'âge, elle a l'expérience, elle est disséminée un peu partout. Et aujourd'hui, la SNEL, depuis la transformation en société commerciale, elle n'a plus à assainir ses états financiers. Les états financiers de la SNEL aujourd'hui sont audités et certifiés par des grandes maisons d'audit internationales. Ce qui fait que nous sommes devenus crédibles et nous sommes en mesure d'emprunter des montants qui vont dans des millions de dollars. Et je peux vous dire que nous avons des partenariats publics-privés avec des sociétés minières qui vont au-delà de pratiquement de 1 milliard de dollars d'emprunts qui nous ont permis de faire la réhabilitation de notre investissement. Nous avons aussi, avec des privés, signé des accords qui sont en train d'être mis en œuvre, qui sont dans des centaines de millions de dollars. Et nous avons aussi des financements intergouvernementaux comme la BAD, la Banque mondiale, Exim Bank, qui passent à travers le gouvernement et le gouvernement nous rétrocède ces financements pour le remboursement. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. Je vais vous demander de regagner votre place. Est-ce qu'on peut applaudir pour le directeur général?
Alors, je voudrais qu'il y ait une ou deux questions. The floor is yours. If you have one question, please. The mic is available for one question or two questions. Est-ce qu'il y a des questions autour du directeur général, entrepreneuriat, et ça nous permet d'avancer, sinon on va commencer le B2B. Il y a quelqu'un qui peut avoir une question? S'il vous plaît, hôtesse, aidez-nous avec distribuer le micro. Madame Tanguy, vous êtes là? On va voir le micro. Il y a une question qui est de l'autre côté, à côté de vous là-bas. Oui. Non, devant. Devant, là. Oui. Il y a quelqu'un d'autre qui a une question? On va donner le micro tout à l'heure. Regardez. Allez-y. Vous vous présentez et à qui adressez la question? Je m'appelle Badi Banga Claude Kassongo. Je suis médecin ophtalmologiste. Je suis ici venu représenter mes enfants qui sont des ingénieurs qui ont... On ne vous entend pas. Je suis venu représenter mes enfants qui sont des ingénieurs qui ont créé une société... On a besoin d'une question. Oui, allez-y. Une société de transformer les ordures en énergie électrique. Oui. Je pose une question à monsieur le directeur général de la SNEL. Nous voulons vendre cette énergie à la SNEL. Est-ce que vous pouvez ne pas limiter les prix des courants que votre gouvernement, que vous représentez, impose pour acheter les courants? Donc la question c'est sur le prix. Ah oui, sur le prix. Parce que si nous vendons les mégawatts à la SNEL, il y a l'État qui impose son prix. Monsieur Badibanga, posez la question sur le prix. Oui. Est-ce que vous allez enlever que nous soyons libres pour vous vendre les courants? Merci beaucoup. Question. Alors, on va juste le laisser. Si vous êtes de notre pays, oui, vous savez qu'il y a une autorité de régulation de l'électricité. Oui. Merci. Allez-y. Je peux tranquilliser notre interlocuteur. Je n'ai pas retenu Monsieur Badibanga. C'est qu'on a libéralisé le secteur de l'électricité. Il y a une loi de 2014 qui dit ceci. C'est que le prix de l'électricité doit être appliqué selon la vérité des prix. Donc, vous devez présenter votre prix de revient à l'autorité de régulation, prouver que votre prix est correct et on vous donne le tarif que vous devez appliquer pour votre projet. Et une fois que la SNEL achète chez vous, elle aussi, elle va faire un mix énergétique et aller à cette même autorité pour réajuster son tarif pour tenir compte de votre tarif. Donc le processus est maintenant lancé et nous sommes en train de revoir les tarifs en tenant compte de tous les intrants. Merci. Une autre question? Oui, il y a le micro qui devait être donné devant. Oui. Il nous reste 7 minutes. Yes, my name is Gilbert Eweme. I'm an investor focusing on equity investment for startups and SMEs across Africa. Okay. I have a quick question to Mr. Ezekiel. Okay. What is the policy framework for crowdfunding in RDC? Thank you. Okay. Bon, je ne sais pas si j'ai entendu, mais je voulais bien comprendre, donc si on peut l'interpréter. Vas-y, qu'est-ce que tu as entendu? What is the policy of portfolio of what? The policy framework for crowdfunding. Crowdfunding, ok. Yeah. La policy pour crowdfunding. Oui, c'est vrai. Il y a une politique publique sur le crowdfunding. Exactement. Oui, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui un travail qui est en train d'être fait au niveau de la Banque centrale pour les types de financements alternatifs. Can you hear the answer? Yeah, good. Oui, pour les financements alternatifs, il y a crowdfunding et les autres types de financements, crowdlending, investing. Donc il y a un travail qui est en chantier au niveau de la Banque centrale parce qu'effectivement, nous avons remarqué que les financements classiques avaient aujourd'hui des limites. Donc il fallait aller vers d'autres types de financements alternatifs. Donc je pense que dans les prochains jours, c'est un travail qui va être finalisé pour qu'effectivement le pays puisse développer ce genre de type de financements alternatifs. Nous avons même déjà une réponse sur cette question. Je suis content qu'il y ait le professeur Valls qui est devant. Nous avons eu un financement de la Banque mondiale qui a en fait financé certaines startups et qui est en train de se rapprocher de plus en plus sur ce business model. Et donc, c'est-à-dire que c'est en train de se mettre en place dans notre pays. Est-ce qu'il y a deux autres dernières questions? Deux autres dernières questions avant que nous puissions clôturer. Oui.
Hello there, I'm Sai. And, Can you speak loudly, please? We can't hear you. Okay. I'm Sai, and I have a question for Mr. We can't hear you, please. Can you come here? Okay. Can you come there because we can't hear you? How about now? Even now, yes, please. Okay. I have a question for Anthony. Okay. And it is that how easy is it to start a business in Congo? Sorry? How easy is it to start a business in Congo? Oh. How many days does it take to open a bank account? All of that. Okay, first, je vais répondre en français. Can you hear in French? Ok. Aujourd'hui, pour ouvrir un compte bancaire, cela ne pose aucun problème. Si vous avez vos identités, si vous avez, en tant que personne physique bien sûr, mais si vous êtes une société commerciale, vous avez vos statuts qui sont normalement enregistrés au niveau de guichet unique de création d'entreprise, vous pouvez enregistrer votre entreprise en temps normal. Nous avons déjà libéralisé cela à notre niveau. Nous avons un guichet unique, donc un one-stop shop, un peu comme dans plusieurs pays. Et tout à l'heure, vous avez vu dans ma présentation que nous sommes en train d'aller vers la création en ligne des sociétés. Nous pensons que nous pouvons y arriver l'année prochaine et cela s'accompagne avec toutes les différentes autres formalités pour obtenir des comptes bancaires au niveau des pays. Il n'y a pas de restriction, il suffit de remplir les formalités autant de la banque centrale, des banques commerciales, que les différentes formalités au niveau de guichet unique de création d'entreprise. Okay, and how long does the entire procedure of registering a company in DR Congo take? The procedure from beginning through end. C'est un véritable challenge dans notre pays, mais le challenge a été minimisé. Nous avons l'ambition de rester de 3 à 5 jours, mais nous avons une plateforme qui est en train de s'améliorer davantage sur la création d'entreprises. Aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de faire la queue, mais lorsque vous allez sur le site du guichet unique de création d'entreprise, toutes les différentes procédures vous sont présentées. Vous n'avez même plus besoin de pouvoir utiliser ce qu'on appelle les entremetteurs. Vous y allez vous-même entre 3 à 5 jours ou bien 3 à 7 jours ou même peut-être 10 jours maximum, vous pouvez avoir à créer votre entreprise. C'est encore un challenge. Nous sommes en train de faire en sorte qu'on aille vers la création en ligne pour pouvoir enregistrer une compagnie. Okay, so it will take, correct me if I'm wrong, it can take up to 7 days? Yes, it could take 7 or 10 days. Okay. Yeah. And another one, what's the minimum, what's the share, is there such a concept as local sponsor in DR Congo? Local sponsor, that means one of the citizens of DR Congo should be a shareholder. What do you mean, a shareholder? Legal sponsor, what? Nous avons une loi sur la sous-traitance. We have a law on local content, and this depends. This depends on what you are doing. Like in other countries, and it depends on the sectors. Today you can have your company yourself and register as a national company in our country. But for the local content, if you have some SMEs here, you need to work in some companies. You need to be in. You need to have a shareholder which is Congolese. It's very important. There's no minimum percentage, but you can have 51, 49. Yeah, 51, 49, cela dépend. Okay. Tout dépend. Tout dépend de certains secteurs. Si on ne trouve pas l'expertise, les étrangers peuvent avoir une majorité, peuvent avoir une minorité. C'est le local content comme dans plusieurs pays. What about for specifically the manufacturing sector? Okay. Manufacturing, medicine, and agriculture. Yes. Do you have an idea of that? If we have an idea on manufacturing, you said the rates. Yes, yes. Sur la question de la médecine, il n'y a véritablement pas de pourcentage qui est requis pour les étrangers comme pour les nationaux. Sur la question de la loi agricole, nous sommes en train de l'améliorer parce que nous avions un challenge là-dessus et probablement que cette année, il va permettre à des étrangers de pouvoir se positionner en meilleurs actionnaires dans les sociétés congolaises avec, bien sûr, certains requirements pour qu'ils soient véritablement actionnaires. C'est la question de la gestion de la terre, bien entendu. Okay, thank you. And finally, what are the repatriation laws of It's free. capital? It's free.
You just need to go to the exchange law coming from the central bank and respect it. It's free. But for the mining sector, you need to remind 60% according to the new mining code. Right. And what about the import and export policies? Sorry? Import-export. Import-export is very free. You just need to go to the customs laws, and then you respect it. You can import every goods, and you can export every goods. Okay. You mentioned during the speech, I think one of you mentioned something about incentives. Yes. What incentives are there for SME, for new companies in DR Congo? So the incentives need to be through some process. According to the investment code, you have some incentives. Tax income free, customs and rights free, and if you have also the VAT free, and you have also all the rights coming to equipment in relation of your investment, it's really free. Once you go to the agriculture law, you also have some tax and customs free according to the agriculture program. And then you also have in electricity law, you have also some customs and import free. Okay. And we need to close now. Okay, yeah. Monsieur le directeur, Thank you. Je pense qu'il a beaucoup de questions. On pourrait l'inviter dans les séances B2B ou B2G. Je suis en train de clore avec lui. OK. C'est bon? Can you OK? Alors, pour le dernier mot de circonstance, on va passer au vice-ministre qui va juste dire un dernier mot de circonstance et nous allons terminer. Monsieur le vice-ministre. J'ai juste un dernier mot de remerciement de votre présence ici. Notre présence en tant que membre du gouvernement témoigne de l'implication et de l'accompagnement de notre gouvernement. Donc la RDC est ouverte aux investissements et aux investisseurs étrangers. C'est maintenant qu'il faut venir dans notre pays. Nous sommes un pays ouvert et des réformes sont actuellement en cours pour permettre la sécurisation de vos investissements. Si vous avez d'autres questions, il y a nos services qui sont disponibles et les directeurs généraux qui m'accompagnent sont disponibles et se mettent à votre disposition. Je vous remercie. Thank you very much, Your Excellencies, for such insightful presentation. And thank you for joining the annual investment meeting. It was such an honor having you in this stage. For all the audience, thank you so much for joining us.